Yorlin, en ce 6e jour de confinement, eh bien, après vous avoir fait une première vidéo sur la présentation globale et générale de la randonnée en Polynésie, une deuxième vidéo sur la randonnée familiale Tefa Haiti à Papenro, aujourd'hui, eh ben, je voulais vous parler d'une randonnée exceptionnelle, d'une grande randonnée sportive, puisque nous l'avons catégorisée en 3 étoiles sur une échelle de 1 à 5 étoiles, donc 3 étoiles à partir de 12 ans. Cette rando, c'est la Faraoura. La Faraoura, elle est tellement belle qu'on l'a choisie pour la communication de nos affiches. Là, là, et de notre flyer également. Voilà, donc c'est vraiment notre bébé. Cette rando, c'est notre bébé. Pourquoi? Parce que déjà, historiquement, c'est une vallée, un itinéraire qui a été ouvert par mon papa, mon papounet, et toute son équipe, et toute l'équipe de Tefeti Aotemo Mato, toujours cette association que je cite souvent parce qu'elle a tellement ouvert de vallées, entretenues, aménagées, des cordes, etc. ces 40 dernières années. Et donc la Faraoura, c'est une ouverture qui date de 1998, 97-98 jusqu'à 2002. En effet, il y a 4 cascades et donc il y a eu un chantier à chaque fois pour contourner ces cascades et c'est une vallée qui avait été relativement oubliée. Peut-être qu'il y avait un ou deux chasseurs par-ci par-là, c'est possible, mais en tout cas nous, avant 98, on ne voyait personne et petit à petit, elle a pris en popularité. Les 10 premières années, ce sont les associations, un peu les pros qui l'ont pratiquée et aujourd'hui, eh ben, il y a peut-être même plus de monde qu'à l'oreille. Et donc c'est une fierté d'avoir ouvert cette rando. Et elle est aujourd'hui, je pense, comment dire, la plus représentative d'un terrain polynésien. Parce que si vous voulez découvrir une randonnée en Polynésie pour découvrir le terrain polynésien, je ne vous conseille pas forcément d'aller faire les Lavatubes ou Tepari, qui sont de très belles randos, mais uniques et très originales, et qui ne reprendront pas forcément le paysage polynésien. Alors que la Faraoura, c'est une vallée ouverte, relativement ouverte, qui vous propose des panoramas de très belles cascades. La première cascade, elle fait 25 mètres. Elle s'appelle Tapatea, de son ancien nom ancestral. La deuxième, elle fait 35 mètres. C'est un enchaînement, c'est ce que vous voyez derrière moi. Voilà. Et enfin, il y a la troisième cascade qui fait 47 mètres. Ce sont deux jumelles, deux très belles jumelles que je peux vous montrer là. Voilà, là vous avez la troisième, les jumelles de 47 mètres. Et enfin, le clou du spectacle, la 180 mètres, la grande cascade, voilà, au fond de la Faraoura. Et je dirais le fond, c'est pas tant le fond que ça, puisque là on est à 440 au-dessus. Et ça va jusqu'à 1361. 1361 tout en haut, c'est le mont Mauru qui culmine là-haut, au-dessus également des Lavatubes, au-dessus de la Faraoura, au-dessus de l'arche de Niamanton, etc. Toutes ces petites randonnées qui ont été ouvertes ces dernières décennies. Voilà, donc pour présenter cette vallée, d'abord peut-être dire comment mon père l'a découverte et d'où. C'est-à-dire que là, on est sur Hitia. On est sur Hitia Otera, sur Hitia, PK 37.5, c'est là l'entrée, PK 37.5. D'un côté route, vous aurez la belle église bleue de Hitia, et de l'autre côté, juste en face, vous avez un tapéara truck, un arrêt de truck, et une école primaire. Et là, vous vous engagez, vous allez jusqu'au fond du quartier. Attention, deux règles pour respecter les riverains. D'une part, je vous conseille d'aller le plus doucement possible, parce que haremaru, harepapu comme on dit, et respecter les riverains, respecter les enfants, et ils sont tellement sympas que ce serait vraiment dommage de se mettre à dos des gens sympas, intéressants, et qui nous laissent rentrer dans leur vallée. Et deuxièmement, on dit bonjour, on fait des grands sourires, c'est déjà pas mal, et comme ça, on peut aller s'engager dans cette vallée qui est bien sûr celle-là aussi en indivision. Hein. Certains parlent des propriétaires Lagarde, d'autres parlent... il y a beaucoup de propriétaires en indivision au fond. Il y a une cinquantaine de parcelles jusqu'au fond. Et donc cette vallée, comme la plupart des autres vallées à Tahiti, est victime de ça, de l'indivision. Et donc nous, on y va tant qu'on ne nous empêche pas d'y aller. Et
et voilà. Donc, l'histoire, c'est que mon père, en 98, eh ben, il était sur la route des Lavatubes. Et il a décidé de quitter de 10, 15, 20 minutes cette route et d'aller vers le tombant de la vallée. Je peux vous le remontrer, c'est-à-dire là, ben, il est allé par là. La route n'est pas très très loin qui mène au Lavatube. Et il a vu 4 cascades magnifiques, et notamment cette vue là, les 2 dernières, et il s'est dit, bah, il faut y aller quoi, il faut qu'on aille visiter cette vallée. Donc en 98, eh ben, ils ont ouvert la première, j'avais 13 ans, j'étais là. Donc ils ont ouvert la première cascade, et puis après la deuxième, puis après la troisième, puis après la quatrième. Je sais que les premiers camionneurs l'ont descendu en 2002, c'est ce que Sam Roscoe m'avait dit. Voilà, donc du coup, randonneurs et camionneurs travaillent toujours main dans la main pour aller ouvrir les sentiers de Polynésie. Donc voilà, ça s'est ouvert petit à petit, nous l'avons proposé, et puis il y a beaucoup de choses aussi à raconter sur cette vallée. D'une part, ben, la vallée, la légende de la permission d'accès de cette vallée. Alors là, je vais vous la raconter en 1 minute, mais vous pouvez aller voir Paris fait noir. C'est une émission réalisée par Ahi Compagnie de 13 minutes, donc par mon amie Virginie et mon ami Marouya. Et donc, ils reprennent cette légende, donc avec moi, je suis dans l'émission, et donc ils font même une vidéo avec un film d'animation, donc c'est vraiment intéressant. Donc tapez sur YouTube Paris Fénois et vous trouverez cette légende. Alors c'est la légende de Haura ou Teura qui, après 1 heure de marche, sur un gros caillou, vivait là, à l'entrée de la vallée, et Haura ou Haura ou Teura, on l'appelle par plusieurs noms, mais on dit qu'elle était toujours habillée d'un tissu rouge, c'est-à-dire d'un tapa rouge, et elle vivait là, et c'était à elle qu'il fallait montrer patte blanche pour aller plus loin dans la vallée. Alors on sait qu'il y avait des habitants côté mer et des habitants côté montagne. Il y avait des tribus qui étaient séparées, divisées comme ça, selon la caste, selon la spécialité qu'ils avaient. Donc forcément un pêcheur, ben, il était en bord de mer, un chasseur de cochons, un constructeur de maisons, il était en montagne. Voilà, un piimato forcément était en montagne, puisque le piimato, le pirimato qui est collé à la montagne, eh ben, c'était le spécialiste de la montagne qui était censé emmener les défunts les dépouilles de rois ou de seigneurs dans la montagne. Pas que, mais entre autres. Et voilà, donc du coup, les tribus étaient divisées les unes des autres. Et donc du coup, il y avait des échanges de ressources. Voilà, il y avait des échanges de ressources. Savez-vous d'ailleurs pourquoi tout le monde a quitté la montagne entre 1797 et 1840 environ? Tout le monde est redescendu. En dernier, les Mamayas un peu plus tard, parce qu'ils s'étaient réfugiés dans la Papineau, à Moorea, à Raiatea, à la Presqu'île. Mais en tout cas, les gens sont redescendus parce que l'évangile, les missionnaires ont construit les églises en bord de mer. Et donc du coup, il a fallu aller vers l'église. C'est autour de l'église que tout s'organisait, l'éducation, le catéchisme, la prière, le dimanche forcément, les commerces et la vie sociale. Voilà, donc tout le monde a quitté la montagne, il y a eu un exode total à la fin des années 1840, quand tout le monde a été évangélisé. Vous me direz heureusement ou malheureusement, ça c'est vous qui choisirez. Voilà, donc du coup, les gens la légende raconte ça, que les gens qui souffraient de la famine en bord de mer, à un moment donné, il fallait aller se servir dans la montagne, se servir de féi, c'est surtout les féi qui reviennent dans la légende. Et donc du coup, les Haïtos accouraient, oui les Haïtos, les guerriers accouraient jusqu'à ce grand rocher et montraient patte blanche à Haura. Ils lui demandaient s'il pouvait rentrer. Et pour prouver qu'il venait bien de la mer, il mettait une noix de coco avec de l'eau de mer, il l'avait apportée en courant et il l'offrait à Haura. Si Haura s'apercevait que c'était de l'eau de mer, elle les laissait rentrer tranquillement se servir du féi. Si elle s'apercevait malheureusement que c'était de l'eau douce et que ce monsieur, ce Haïto venait d'une autre tribu des montagnes, semble-t-il, elle le bouffait. Voilà, c'est la représentation de la femme moderne qui, quand elle est gentille,
elle est gentille, et quand elle n'est pas contente, bah, elle n'est pas contente. Voilà. Donc, cette légende est racontée à peu près au début de l'itinéraire, au bout de la première heure de marche. Au bout d'une heure et demie environ, vous arrivez à la première cascade, Tapatea. Tapatea, ou veille Topatea, l'eau blanche, l'eau pure qui tombe, vous la traduirez comme vous voulez, mais en tout cas, là aussi, une petite légende. Une petite légende, on raconte que Vaine Tehe, Tehe qui veut dire chien enragé, qui est enragé, pas content. Vaine Tehe qui était connue dans le village et dans sa famille comme une femme pas sympa, maltraitante, eh bien, son fils a voulu la fuir. Et pour la fuir, il a pensé à un stratagème. Il lui a demandé d'aller chercher de l'eau à cette cascade, Tapatea, mais il a percé les calebasses. Et donc, en revenant, elle s'en est rendue compte, elle s'est dit, c'est bizarre, ça fuit, tout ça. Et donc, elle s'est rendue compte du stratagème et elle a couru à la mer pour essayer de voir où était son fils. Et son fils commençait déjà à partir sur une pirogue au loin, au large, pour aller sur Raiatea. Il avait embarqué avec sa femme et s'en allait. Alors, elle le rejoint. Vainetehe, elle le rejoint et monte sur la pirogue. Et lui voulait vraiment se débarrasser de sa mère. Et donc, du coup, il lui a fait engloutir des gros cailloux des gros cailloux de four tahitien, de Haïma. Et elle a été engloutie comme ça jusqu'aux abysses de l'océan. Et on raconte même que, peut-être que ce monsieur serait devenu un des premiers rois ou des premiers princes de Raiatea, mais je préfère pas m'engager sur tout cela, parce que là, je laisse cela aux experts. Voilà. Donc, au bout d'une heure et demie, on est à cette cascade. Cette cascade, c'est celle-là. Tapatea. Tapatea, dans un canyon. Voilà. Et il y a même un saut de 6 mètres. Là, on peut sauter de 6 mètres. Et donc, cette rando, jusque-là, est une rando, une étoile. On peut y aller à partir de 7 ans et revenir. Attention, le bassin versant est très grand. Les crues peuvent être aussi énormes. Mais en tout cas, en temps de beau temps, sans imprévu, je l'espère, aussi un imprévu, vous savez ce qu'il faut faire. Il faut attendre la décrue 1 heure, 3 heures, 5 heures, une nuit. Il faut juste attendre. Mais en tout cas, jusqu'à Tapatea, vous pouvez aller faire un aller-retour, voilà, en famille, avec un guide, avec une assoce, comme vous voulez. Ensuite, là, on commence sur la 3 étoiles, on commence à monter, ça commence à être sportif. Voilà, donc du coup, on contourne cette première cascade de 25 mètres, qui se descend aussi en canyon. Hein. Tout ça, ce que je dis, se fait en canyon. Et on arrive à la deuxième. Moi, souvent, je laisse la deuxième pour le retour, parce que si on fait tout à l'aller, au retour, c'est une formalité, et c'est un peu dommage de plus rien faire. Donc, je partage les plaisirs entre le matin et l'après-midi. Voilà, donc du coup, on va directement à la troisième. Et pour contourner la première et la deuxième, il faut monter sur un point culminant avec une vue exceptionnelle. C'est la photo que je vous ai montrée qui est là. Cette photo a été prise de là. Donc voilà cette vue exceptionnelle sur les jumelles de 47 mètres qui se descendent aussi en canyon et sur la 180 mètres qui est là et qui, elle, ne peut pas être contournée. Elle ne peut pas être contournée, mais par la route des Lavatules, on peut aller faire une deuxième randonnée sur la même vallée. On l'a surnommée la pierre à bronzer. Pourquoi la pierre à bronzer? Parce que là-haut, il y a une grande étendue de roches sur laquelle on bronze quand il fait chaud. Et quand il pleut ou quand il y a plein de vent, eh ben on l'appelle la pierre à cailler. Voilà, en contraste de la pierre à bronzer. Et au-dessus de cette rando, il y a encore une autre rando qu'on a appelée la cascade tordue et qui a été découverte par Te Ana Orivai, l'association de canyoning, et Vertical Limit, association de randonnée. Voilà, donc il y a 3 randonnées sur la même vallée et encore on arrive à 800-900 là-haut. Il faut aller jusqu'à 1361, on peut encore avoir une 4e randonnée et le rêve serait de partir à 5 heures du matin tout là-haut sur le mont Mauru et de descendre jusqu'à la mer en canyoning avec 40 ou 50 cascades. Ça serait le top. Bon, à penser pour l'avenir. Voilà, donc quand vous êtes là, sur l'itinéraire, vous redescendez pour arriver au pied des jumelles. Voilà, donc au pied des jumelles, 47 mètres, magnifique. Là aussi, ça peut être le bout de votre randonnée, c'est déjà pas mal. Là, on y est en 2h30,
3 heures avec les pauses, les baignades. Et il reste encore à contourner ces 2 jumelles et à arriver en haut des jumelles et au pied de la grande cascade. Donc là, il vous reste une demi-heure. Je dirais en tout et pour tout, il faut 4 heures aller, 2h30 retour environ, avec un groupe, du blabla, des baignades. Il y a 2 sauts aussi. Je vous ai parlé du premier saut de 6 mètres. Et là, il y a un saut aussi, justement, là, tout à la fin. Le clou du spectacle, là 180 mètres, regardez comment ils sont tout petits. Et bien là, on peut aussi faire un saut de 3,50 m à travers la cascade, ce qui est vraiment sympa. Vous allez derrière la cascade, là, attention hein, que s'il fait beau, parce que sinon il peut y avoir des chutes de pierre et tout ça. Là, la cascade, elle a un débit tout à fait normal, voire assez sec. Et vous allez derrière et vous sautez à travers la 180 mètres. Ça, c'est sympa aussi. Voilà. Et puis après, revenez par le même chemin. Voilà. Donc ça, c'est la Faraoura, l'aller-retour. Moi, je le conseille de le faire, c'est normal, je suis guide de rando professionnel, de le faire avec un guide ou même avec nous parce que c'est un peu notre bébé. Moi, je l'ai fait au moins 150 fois avant d'être pro. Maintenant, je le refais encore 150 fois, donc je pense l'avoir fait 300 fois. Donc, je peux vous transmettre ce que je sais de cette vallée et que ce soit les légendes, que ce soit les anecdotes, parce qu'il y en a plein. Cette vallée est devenue aussi un peu connue aujourd'hui, même par le sauvetage en montagne, c'est-à-dire que les militaires ils viennent s'entraîner sur les parois. Ils viennent s'entraîner sur ces parois en hélico. Parfois, on a vu l'hélico passer. Donc, c'est très bien qu'eux également connaissent cet endroit, puisqu'il y a de la fréquentation. Voilà, vous pouvez donc y aller, je disais, en famille. Vous pouvez y aller avec nous, avec des associations. Soyez juste vigilants parce qu'à Itia, il pleut beaucoup. Alors, s'il pleut déjà, s'il fait très mauvais temps le matin, n'y allez pas forcément. Regardez les prévisions météo, prévenez quelqu'un, forcément. Bon, ça, faudra que je le rappelle dans une vidéo juste pour ça, quoi. Voilà. Donc, j'espère avoir fait le tour de la Faraoura. Il y a tellement de choses à dire. J'essaie de limiter vraiment à 20 minutes mes vidéos parce que bon, il y a beaucoup de chalala, tout ça. Mais ça donne un peu aussi une idée de commencer en rando. Un peu de marche, un peu de blabla, un peu de marche, un peu de blabla, un peu de saut et de baignade, rafraîchissement. Voilà. Donc, du coup, j'essaye de faire vivre ça un peu en temps de coronavirus. Tout le monde est bloqué à la maison. Et je voulais partager cette deuxième randonnée. Et j'en ferai d'autres après. Et peut-être aussi des vidéos à thème. Voilà. Je vous laisse. À bientôt. Ciao, ciao. C'était Jimmy d'Aito Rando. Ok alors.